Salut à tous, alors nous voilà à nouveau pour parler d'Alien et cette fois on va parler de Prometheus. Je l'attendais ce moment, donc c'est parti, on démarre cette vidéo, ma séquence du spectateur consacrée à Prometheus. Alors doit-on définir Prometheus comme une origine ou un préquel à Alien? Peut-on lui octroyer cette distinction avec des racines aussi profondes? Et peut-on lui attribuer un lien avec Alien, tant il nous ramène à une époque où l'homme, et encore moins le xénomorphe, ne faisait partie des vivants. Alors à la sortie de Prometheus, beaucoup s'attendaient à voir des aliens et ont été déçus par le simple fait justement de ne pas en voir. Et c'est justement là où Prometheus est brillant, car il ne va pas nous parler d'aliens, mais il va nous plonger dans un univers totalement différent, va nous laisser découvrir une nouvelle planète, et surtout il va nous dévoiler une mystérieuse civilisation. Vous voyez ce visage ? Il va réitérer en quelque sorte la formidable période où les films de science-fiction étaient légion. Une époque où les récits sur des épopées galactiques se permettaient tous les écarts possibles pour nous raconter des histoires passionnantes. Il inventait des planètes, il créait des nouveaux mondes, il nous dévoilait des civilisations non répertoriées. Et surtout, il s'évertuait à créer la créature la plus dingue possible pour satisfaire l'euphorie des téléspectateurs. Pourquoi je vous dis ça avant de parler de Prometheus? Eh bien parce que justement Prometheus, ça reste du cinéma et qu'une telle œuvre ne doit pas être rabaissée parce que selon certains, c'est incohérent, illogique et va à l'encontre des lois physiques, etc., etc. Prometheus n'est pas un documentaire de National Geographic, on est d'accord, et il n'a pas besoin d'être analysé façon Michel Chevalet, en tout cas. Car quand on parle de cinéma, de film, il faut vraiment savoir dissocier un récit de fiction et la réalité, qui elle contient des lois physiques, bien ancrées, de la logique, ainsi que des manifestations mécaniques dont les conséquences sont le fruit de nos propres manipulations ou agissements. En cinéma, on le sait, on ne peut pas toujours être raccord avec ce qui tient à la réalité. On le sait. Surtout bien sûr quand on parle de cinéma fantastique ou de science-fiction. Ou autre genre en déconnexion avec la réalité. Prometheus rend un vibrant hommage à l'âge d'or du film de science-fiction. Alors bien sûr il s'en détache car il va bien au-delà d'un film classé série B. Son récit est beaucoup plus noir, plus kabbalistique comme Alien. Et bien sûr plus évolué sur le plan technique. La technologie cinéma a bien évolué. De 1950 à 1970, la science-fiction a nourri de nombreux films qui justement ont gagné le pari de nous faire rêver, de nous apporter ce sentiment d'évasion, de mystère, de beauté. Et plus on se détachait de la réalité, plus on était captivé car tout était imaginaire. En 1978 est sorti Alien, le 8e passager. Il a à sa manière repris tous ces codes de tous ces films extraordinaires. Il nous a transportés sur une planète totalement inconnue et sinistre. Et c'est en plus entiché du genre horreur, avec sa créature biomécanique unique. Il a carrément innové et bousculé le genre. Alien parle de vie et de mort, de naissance et de destruction. Mais il a aussi posé une vraie amorce, de taille celle-là, en dévoilant la possibilité qu'une entité nouvelle, inconnue, pouvait être le centre d'intérêt. Cependant, quand le spectateur a découvert Alien, ce centre d'intérêt fut vite oublié ou effacé par le fameux xénomorphe. Un xénomorphe dont la splendeur artistique a carrément écrasé. Alors de nombreuses questions se sont noyées dans le récit, forçant bien sûr les suites à utiliser la matière première, c'est-à-dire le xénomorphe. Et du coup, on ne s'est pas intéressé aux origines à cette fameuse question. Il faudra attendre Prometheus, qui va enfin développer et enrichir une image longtemps restée en suspens. Je veux parler de cette image-là, bien sûr. Et celui qui a contrecarré les plans de la nouvelle Alien 5 n'est autre que Ridley Scott, qui avait depuis longtemps en tête, bien sûr, de développer le fameux Space Jockey. De ses propres propos, Ridley Scott a toujours affirmé qu'il serait intéressant de développer une autre facette de l'univers d'Alien, de le rendre beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, d'imaginer que la traçabilité du xénomorphe soit directement liée à un principe de création riche et extrêmement compliqué, et surtout inattendu. Ridley Scott avait d'ailleurs prévenu tout le monde quand Prometheus allait sortir ou allait se faire, et il a affirmé que le lien qu'aurait Prometheus avec Alien serait quasiment inexistant. Pour le départ. Il n'y aura pas d'alien dans Prometheus, qu'on se le dise. Et si le film va dans une toute autre direction, il arrive tout de même à nous aiguiller sur la provenance et sur la nature du futur xénomorphe, sans qu'on ait trop à réfléchir en plus. Et c'est là où le film est brillant et où Ridley Scott gagne son pari. Car il va construire son film sur deux tableaux. Un grand tableau et un plus petit tableau. Le grand tableau va englober la société Weyland, les ingénieurs et l'intelligence artificielle, représentée par l'androïde David. C'est le vrai fil conducteur. Le petit tableau, quant à lui, va laisser la place au futur xénomorphe, sans pour autant, bien sûr, le dévoiler, puisqu'il n'est pas né encore. Ce sera à notre propre réflexion d'y apporter la conclusion. D'ailleurs, les 5 dernières minutes du film
sont magistrales et confirment bien le choix de Ridley Scott en nous dévoilant une autre créature pré-xénomorphe, une créature primitive au xéno. Donc il est clair que Prometheus a d'autres intentions, d'autres motivations, et plutôt que de dire qu'il manque de cohérence, on va dire qu'il est complexe et passionnant. C'est ce qui m'a moi complètement emballé, car il va ouvrir d'autres possibilités. Il ouvre les portes vers un nouveau monde, une nouvelle civilisation. Et surtout, il va enrichir le bestiaire, il va innover. Et ça, c'est carrément ingénieux, car du coup, on arrive à se passer du xénomorphe star. De toute manière, tout a été fait dans Alien le 8e passager concernant le xénomorphe, qui pour le coup a été la vraie star, mais à ce moment-là, en 1978. C'est pour ça aussi que Ridley Scott se soumettra à nous montrer le fameux xénomorphe dans Alien Covenant. Ce qui, à mon sens, est une erreur, même si les scènes sont incroyables. Mais on en reparlera au moment voulu. Ce qui m'amène à vous dire qu'à la base, les origines d'Alien devaient être racontées en 5 films. D'où l'écriture labyrinthique de Prometheus, qui présageait une évolution passionnante jusqu'à l'aboutissement du xénomorphe. Mais il en fut autrement et je développerai cette méchante défaite par la suite quand je parlerai de Alien Covenant. Et j'espère qu'il va nous faire la suite d'Alien Covenant, parce qu'il le faut. De toute manière, Ridley Scott n'a jamais dit qu'il allait bouleverser Alien à nouveau, qu'il allait renouveler la franchise, revenir à nouveau avec le xénomorphe, car son intention était de donner une genèse à Alien, de créer une histoire parallèle à Alien. D'où le doute, dire si c'est un préquel, une origine, ou simplement une histoire parallèle à Alien. Des événements qui se passent un peu avant ou pendant même. Ça peut très bien se passer pendant. Voilà, donc c'est à nous de faire notre propre réflexion. Donc voilà, sans compter que le film, en plus, comme tous les autres films de Ridley Scott, est empreint d'une incroyable puissance artistique, d'un esthétisme sidérant et d'une atmosphère kabbalistique énorme. Avec toutes ces caractéristiques, on peut dire que Prometheus renoue avec la personnalité et le caractère de Alien le 8e passager. Alors allons-y, parlons-en. Prometheus se situe en l'an 2089. Et bien avant cette date, le film débute sur une terre du début des temps. C'est une magnifique intro, avec de nombreux plans, des plans très larges, ou des films, des panoramas hautement immersifs. Ridley Scott nous plonge d'entrée dans son univers. Précision du plan, esthétisme sidérant, et lenteur assumée comme d'habitude, qu'on ait le temps de percevoir l'image. Tout ce qu'il faut pour nous émerveiller, et surtout attiser une curiosité euphorisante. Pas de doute, l'atmosphère d'emblée installée va nous transporter, et l'apparition d'un être humain hors norme va nous fasciner. Alors ce qui compte, c'est ce qu'il va faire du haut de cette falaise abrupte. Notons d'abord un premier point. Dans le ciel, on peut remarquer un vaisseau spatial en forme d'ogive en partance vers nulle part. Il s'agit bien sûr des siens qui l'ont déposé ici pour le laisser à son triste sort. Un sort voulu et calculé, puisque le colosse va se livrer à ce que moi j'appellerais un rituel. Ce rituel va le mener à la désintégration de son propre corps physique. En effet, il détient dans les mains une substance qu'il connaît très bien. Il sait qu'une fois qu'il l'aura bu, elle va ronger son corps. On va tout d'abord assister à une première réaction, puis à une seconde lorsque le corps, déchiqueté, va tomber dans les remous de la cascade qui jouxte la falaise. Ce corps, une fois arrivé dans l'eau, va se dissoudre et la combinaison va régénérer la chaîne ADN du colosse. Donc il s'agit bien là d'une procédure voulue et calculée. La dissolution d'un corps pour en créer un nouveau. Ça vous rappelle rien? Oui, ce processus de naissance ou de création est assimilable au principe de création du xénomorphe de l'alien, qui a besoin d'un corps, donc humain pour l'alien, d'un corps pour se dissoudre dans l'œuf, pour générer le facehugger. Nous y voilà enfin, on revient au vrai fondement, et pas de reine pour pondre des jolis œufs. Alors bien sûr, à ce stade du film, le xénomorphe n'existe pas encore. Cependant, Prometheus apporte déjà un premier élément qui sera le fondement de toute l'histoire. Je veux parler bien sûr de cette fameuse substance noire. Lorsque le colosse boit cette substance noire, celle-ci n'est pas encore raffinée, si je peux dire. Elle représente un acide extrêmement puissant, destructeur. Et le colosse que l'on voit au début fait partie d'une forme d'ingénieur primitif, détenteur de la substance, capable de détruire et de régénérer un corps. D'où le vaisseau en forme d'ogive que l'on voit au début, différent du fameux dérélict qu'on va découvrir plus tard, avec l'autre forme de colosse, qui est plus évoluée, je dirais, et plus hostile. Mais ça viendra par la suite. Donc voilà, la cérémonie est terminée et le titre va apparaître lettre par lettre, tout comme le titre d'Alien à l'époque, et c'est un beau rappel. Ensuite donc, on va se retrouver en 2089 pour de bon, donc 2000 ans après ces événements. Une équipe d'archéologues dont fait partie Elizabeth Shaw et Charlie Holloway découvre une mystérieuse peinture dans une grotte située sur l'île de Skype en Écosse.
Elle représente plusieurs humanoïdes géants vénérant des mondes. On va ensuite faire un bond de 4 ans plus tard et on se retrouve dans l'espace, à bord du Prometheus. Et l'espace devient le terrain si familier à Ridley Scott, qui nous rappelle qu'il est bien celui qui a réalisé Alien, le 8e passager en 1978. Devant une telle grandeur, l'excitation est palpable et le voyage promet d'être captivant. À l'intérieur du Prometheus se trouve un homme dont l'incroyable quiétude nous apporte quelques doutes sur ses vraies fonctions. Et ce n'est pas un hasard si Ridley Scott s'attarde sur ses errances, ses déambulations, ses loisirs, car il veut nous montrer d'entrée l'importance de ce personnage, de cet homme. Un homme qui est cultivé, attentionné et très perfectionniste. Il s'agit de David, un androïde de dernière génération, qui veille au bon déroulement de la mission et surtout au réveil des 17 scientifiques encore en hypersommeil. La première à se réveiller sera Meredith Vickers, campée par une Charlize Theron glaciale, et c'est elle qui va donner l'ordre à David de réveiller les autres membres de l'équipage. Plus tard, on retrouve Shaw et Holloway avec d'autres spécialistes en tout genre pour débriefer sur la future mission. Cette mission, bien sûr, on s'en doute, est conduite par le grand Peter Weyland, qui est pour le coup le vrai fondateur de la société Weyland. Il apparaîtra très âgé et sous l'apparence d'un hologramme et va exposer son obsession pour tout ce qui touche à la vie, à la mort, à la création, à Dieu, et à autre chose aussi, mais ça on le saura plus tard. D'ailleurs, à travers cet hologramme, il se prétendra mort et insistera aussi sur l'importance de David pour cette mission. Notons qu'à ce moment-là, Peter Weyland justement souligne que David est comme un fils pour lui, ce qui est normal puisqu'il est son créateur. C'est lui qui a conçu, créé cet androïde David. Ce sera ensuite au tour de Holloway qui, par le biais d'un Rubik's élaboré, exposera plusieurs peintures rupestres trouvées dans le monde entier qui représentent le même schéma. Des géants implorant des planètes. Les deux scientifiques vont semer le trouble à travers l'équipe lorsqu'ils vont révéler que ces géants, baptisés par Weyland les ingénieurs, seraient des créateurs de mondes et qu'ils pourraient même nous avoir créés. Dès lors, le but de la mission sera plus précise et sera orienté vers la découverte de la planète où peuvent encore subsister des ingénieurs. Nous allons faire la connaissance des différents personnages ainsi que leurs fonctions, et ce sera aussi l'occasion de découvrir Fifield, un géologue dont l'anxiété n'a d'égal que ses répliques plaintives, Emil Byrd, un biologiste très détendu, dont la tranquillité sera plombée par la nonchalance de Fifield. Le Prometheus se retrouve en approche de la planète LV-223, et si le film s'est contenté jusqu'à présent de nous poser des bases solides quant aux objectifs, il va dès lors nous plonger dans une atmosphère sublime. On suit l'avancée du Prometheus vers l'inconnu, vers cette planète très énigmatique. Le rythme s'installe progressivement, et on peut facilement prédire que ce qui va suivre va vraiment nous captiver, nous interroger, nous bluffer. Et là est tout le savoir-faire de Ridley Scott qui, au-delà d'une imagerie extraordinaire, incroyable, crée un fil conducteur vraiment captivant. LV-223 devient la petite sœur d'LV-426. Ces deux planètes ont en commun le silence, la désolation. Elles sont tout simplement synonymes de mort. On peut vraiment ressentir la même crainte et en même temps on se laisse guider par cette équipe de scientifiques déterminés. La plongée devient vraiment enivrante lorsque le vaisseau s'infiltre dans un couloir pas vraiment naturel et nous dévoile en même temps une mystérieuse architecture. Un truc tout droit sorti du fond des âges et caractérisé par d'étranges dômes. Le moment est opportun justement de parler de celui qui est à l'origine de ces fameux décors. Il s'agit bien sûr d'Asher Giger, à qui Ridley Scott a une nouvelle fois emprunté son savoir-faire artistique. Et c'est une très bonne chose, je dirais. Asher Giger a ressorti d'ailleurs pour l'occasion une vieille série de dessins qui était destinée à l'époque pour le film Dune, le fabuleux projet avorté de Jodorowsky. La similitude sera d'autant plus grande lorsque la caméra va s'attarder sur la base de ces dômes pierreux. On va aussi découvrir la fabuleuse armada technologique entre les véhicules et les moyens logistiques mis à disposition. Tout est affaire de proportion et Ridley Scott use vraiment de son talent de réalisateur pour rendre toute cette technologie pointilleuse et efficace. Il met vraiment de l'importance sur ces outils mis au service de l'homme. Ça donne une dimension encore plus forte, encore plus grande au film. Il oppose des moyens technologiques très avancés à une architecture millénaire et sans vie. Les scientifiques donc vont pénétrer dans ces dômes, dans un de ces dômes, et là on titille l'univers d'Alien. On sent un lien profond sans pour autant le comparer. On découvre autre chose, un truc vraiment puissant qui attend dans l'ombre. Asher Giger est bien là et Ridley Scott s'agenouille devant un tel univers qu'il retranscrit à merveille, comme d'habitude. Les termes propres à Alien sont bien là, et la magie opère à nouveau. Ça suffit pour dire que Prometheus est une vraie réussite. Il trace un parallèle fidèle à Alien. C'est déjà une réponse à Alien en tout cas, car tout est là, le concept, l'architecture, le caractère abyssal, les références à la mort, à la destruction. C'est dans ce catharsis profond qu'est né le xénomorphe. Il n'y a vraiment pas de doute. La subtilité justement est de nous proposer autre chose, d'autres alternatives.
d'autres possibilités pour nous aiguiller vers une autre forme de vie. Voilà aussi pourquoi le film est vraiment prenant. L'équipe donc continue sa progression dans le ventre labyrinthique du dôme, et lorsque Fifield va libérer ses loups traceurs, une autre révélation va surgir. Dans le Prometheus, Janek, le commandant, reçoit ce fameux rapport de traçabilité, et ce que l'on voit se dessiner est une récompense presque évidente. Il nous dévoile petit à petit une forme vraiment familière, sans pour autant nous révéler complètement la nature du lieu. Il est temps aussi de reparler de David, qui se trouve dans le groupe bien évidemment. Un David très observateur, mais surtout un David qui semble au courant de beaucoup de choses. Il est très calé pour déchiffrer des combinaisons de hiéroglyphes par exemple. Pas étonnant puisque c'est un androïde très avancé et programmé pour résoudre des tas de théories, aussi ancestrales soient-elles. À partir de là, il est évident que David va être un personnage phare dans Prometheus, qui représente un fabuleux parallèle à Alien. Souvenez-vous, il avait aussi son personnage phare, à travers Ash, qui était également un androïde, normalement plus évolué que David, puisque ça se passe après, et très intéressé par le xénomorphe. Dans Prometheus, cette obsession envers un extraterrestre, ou une forme de vie extraterrestre, vient d'une intelligence artificielle, David. Et toujours, selon Ridley Scott, elle a toujours été régie par une intelligence artificielle. Il n'y a qu'à revenir dans Alien le 8e passager. Du coup, je dirais qu'on reproche à Prometheus ce que Alien avait discrètement prémédité. David va activer un système holographique qui va libérer un groupe d'ingénieurs en panique. Ils semblent fuir, battre en retraite. Ils vont continuer leur course vers une grande porte fermée, à travers laquelle ils vont tous passer sauf un. Cet ingénieur va tomber à genoux, puis s'écrouler à terre et à ce moment-là, la porte va se refermer et le décapiter. Après cette apparition très énigmatique, Fifield va se sentir inapte à l'étude d'une civilisation venue des âges, s'en prendra à Shaw et décidera de continuer son travail de géologue et de partir dans une autre direction accompagné de Milburn. Oui, ils sont devenus copains. David, lui, discrètement, va continuer son travail d'orfèvre et va ouvrir la grande porte qui s'était refermée dans l'hologramme, ce qui va permettre à toute l'équipe de pénétrer dans une grande salle abyssale renfermant de mystérieuses jarres parfaitement alignées au pied d'une énorme tête symbolisant une civilisation d'humanoïdes géants. Là encore, la similitude est intéressante par rapport à Alien. Souvenez-vous, les œufs parfaitement alignés dans le dérélict ressemblent un peu à ce système de jarres parfaitement alignés. Donc on peut déjà comparer ces deux tableaux et émettre que ces deux matériaux, les jarres et les œufs, sont des armes. Une arme bactériologique évidente. Ce qui est voulu dans Prometheus l'a aussi été dans Alien. Ils vont donc retrouver le corps physique et palpable de l'ingénieur décapité. Ils vont aussi découvrir la tête, pas loin. Cette tête sera mise dans un grand sac hermétique et conservée jusqu'à l'arrivée dans le Prometheus. Ce passage dans l'entrée de cette énorme salle est très riche et apporte sans cesse d'autres éléments. Et alors que beaucoup de spectateurs se sont laissés noyer dans des incohérences pas forcément incohérentes, vous voyez ce que je veux dire, on reste vraiment captivé par ce qu'on découvre. Ridley Scott nous déroule un vrai tapis rouge. C'est passionnant. En pénétrant dans cette salle, nos scientifiques ne pouvaient pas se douter qu'ils ont en fait amorcé une bombe dont les effets seront catastrophiques. Le tapis du coup ne sera plus aussi rouge lorsque les jarres vont commencer à transpirer et libérer un liquide noir. Ridley Scott met en scène des causes à effet qui engendreront d'autres scènes très fortes. Alors que le processus de destruction est déjà bien avancé, un des scientifiques va ramener de l'extérieur deux verres, genre asticot, qui s'étaient coincés sous sa botte. Ils vont être noyés dans une petite flaque de liquide noir. Au même instant, David, lui, s'intéresse justement à ces jarres, qu'il sait manipuler. Il va d'ailleurs en dérober une sans que les autres s'en aperçoivent. C'est normal parce qu'ils sont occupés par autre chose, par ce qu'ils découvrent. Comme ces fameuses fresques situées sur les murs ou sur le plafond. Parlons-en de ces fresques. Car au-delà de l'exaltation qu'elles peuvent procurer, elles ont apporté des tas d'interrogations. Et avant qu'elles ne s'effacent à cause d'une arrivée d'air trop importante, on peut déceler sur la première un ingénieur repoussant une créature. Alors la vérité pourrait être que cet ingénieur veut se montrer supérieur à la créature, qu'il contrôle encore la créature. Il la dompte, en quelque sorte. La deuxième fresque est encore plus énigmatique, et beaucoup ont très vite affirmé « c'est une reine ». Eh bien non. Ou alors, c'est un alien, c'est un xénomorphe. Eh bien non. Il s'agit bien sûr d'une créature aux références proches de l'alien du xénomorphe, mais il n'en est rien. D'ailleurs, la vraie identité de cette créature est donnée dans le film. En tout cas, si nos ingénieurs ont ainsi consacré une fresque à une telle créature, c'est qu'ils ont eu affaire à elle, et ils l'ont sans doute créée contre leur gré. On peut déjà supposer ça. Et il est d'ailleurs intéressant de constater que cette créature est vraiment en position de crucifixion sur cette fresque. Ouais.
En tout cas, évidemment, on n'aura pas trop le temps de s'y attarder car elles seront vite affectées par l'air. La situation va un peu se compliquer lorsque l'équipe va avoir un appel du Prometheus qui leur annonce l'arrivée imminente d'une énorme tempête. Ils replient vite bagages et se dirigent vite vers la sortie. Et c'est à ce moment-là, quand ils seront à nouveau à l'extérieur, qu'on va vraiment découvrir la vraie architecture de ces dômes. Et ce qu'on découvre est signe de mort, sans conteste. Asher Giger est dans la place. Ridley Scott, bien sûr, maîtrise et il clôture cette longue ascension à travers la tempête par une formidable course contre les éléments en furie. La nature reprend ses droits sur l'homme et tente d'anéantir ce qui en reste. Shaw et Holloway seront récupérés par David et ramenés à bord en toute sécurité. Notons que Fifield et Milburn sont restés dans le dôme. La tête de l'ingénieur trouvé sur place va faire l'objet d'une expérience délicate. La tension monte progressivement et ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu une explosion de tête aussi convaincante. Plusieurs choses vont ensuite arriver et je vais citer les plus importantes, comme cette conversation entre David et un homme mystérieux encore en phase d'hypersommeil. Et on peut déjà supposer que la mission est tout autre que ce qui avait été décidé au départ. Ces messes basses, d'ailleurs, semblent un peu agacer Wickers. Elizabeth Shaw, de son côté, va trouver de l'ADN humain dans l'ADN des ingénieurs, ce qui confirmera l'hypothèse que les ingénieurs nous auraient créés. Cette découverte sera reçue comme un espoir, celui de rencontrer nos créateurs. Après cette découverte, on va apprendre que Shaw est stérile et on sent qu'elle est très affectée par le fait de ne pas avoir d'enfant, de ne pas pouvoir donner la vie, puisque c'est un peu le thème de Prometheus. Donner la vie, prendre la vie, détruire. Dès lors, le film va opposer une science rationnelle, propre aux humains, à cette découverte liée aux ingénieurs. Cette différence qui se trouve dans la possibilité de donner la vie, en ce qui concerne les humains, ou d'avoir le pouvoir de créer le vivant pour les ingénieurs. En attendant, on retrouve David en possession de cette fameuse jarre dérobée dans le dôme. Il va l'ouvrir méthodiquement et en sortir une grappe d'ampoule en verre rectiligne. Il va d'abord observer la substance à travers la lumière et remarque que des morceaux de particules infimes, mais nombreuses, nagent dans ce liquide. David va ensuite casser l'extrémité d'une de ces ampoules pour pouvoir en extraire une petite goutte qu'il va se placer sur le bout du doigt. Elle s'y accrochera de manière étonnante, prouvant à David son incroyable véracité. David est sur le point d'accomplir ses expériences et elles vont apporter un vrai renouveau dans le stade de l'évolution. Le duo de scientifiques Fifield et Milburn sont perdus dans le dôme. Oui, ce sont des spécialistes de la pierre et du vivant et ils ne sont pas obligés de briller dans l'orientation. D'autant que ce lieu est nouveau, il a une forme de croissant, ce qui les oblige constamment à revenir sur leurs pas. Donc, sans visuel concret, ils progressent comme ils peuvent et reviennent sans le savoir vers la salle des jarres. Mais avant ça, ils vont découvrir un monticule d'ingénieurs entassés devant une énorme porte, semblable bien sûr à celle qu'on avait pour la salle des jarres. Ils vont aussi remarquer que beaucoup d'entre eux ont la cage thoracique explosée. Il s'est réellement passé quelque chose. Yannick, à partir du Prometheus, va leur transmettre un message leur signalant un mouvement dans la salle des jarres. Donc guidés cette fois-ci par Yannick, ils vont se rendre dans la salle des jarres, découverte précédemment par toute l'équipe. Une fois arrivés sur place, ils vont effectivement remarquer des mouvements dans ce liquide noir. Souvenez-vous quand je vous ai parlé des deux petits asticots ramenés par l'équipe, eh bien il s'agit des mêmes. Ils ont simplement muté à cause du liquide noir. Et c'est sous la forme d'une anguille albinos, au demeurant inoffensive, qu'ils vont réapparaître. Du moins pour l'un d'eux. On peut émettre que l'autre s'est fait dévorer par celui-là, ou il est simplement encore en train de nager plus loin, ou on peut aussi émettre qu'il n'a pas survécu à la mutation. Nous voilà face à cette créature qui semble intéresser de près Milburn, qui trouve en elle une certaine passivité. La tension est palpable, elle monte d'un cran, crescendo, et on sent bien que ça va mal se finir tout ça. La scène est très efficace et va déployer une maîtrise parfaite en termes d'exécution rapide sur les deux scientifiques, sans compter sur sa finalité horrifique. Bienvenue dans le nouveau bestiaire et on sait maintenant que cette substance est responsable de mutations empreintes de diversité. C'est bien vu, monsieur Scott. On est bien sur un univers parallèle par lequel est passé Alien le 8e passager. De plus, vous innovez en nous livrant un tout nouveau bestiaire extrêmement virulent qui invoque avec radicalité ce fameux principe de renaissance et de destruction. Arrive enfin le moment où David va prendre Holloway comme cobaye, une scène largement discutée et même qualifiée d'incohérente. Pourquoi ? Eh bien, tout le monde s'est focalisé sur le doigt de David et sur le moment où celui-ci touche la bouteille, au moment où il veut servir le verre à Holloway. Alors je l'ai remarqué aussi, mais je ne vais pas blâmer le film, alors qu'il y a sans doute une explication. David tient sur son doigt un organisme vivant, qui n'a pas la priorité de s'accrocher sur un support tel du verre. Il préférera rester sur les tissus organiques reconstitués du doigt de David et s'en détachera une fois au contact du liquide, puisque c'est là qu'il va subsister en tant qu'être vivant, donc dans le verre d'Holloway. En tout cas, là commencent les vraies expériences de David
et il nous dévoile déjà son âme de Frankenstein. On passe vers une nouvelle création, vers sa création. Plus tard, une partie de l'équipe, dont Shaw et Holloway, se rendent à nouveau dans le dôme pour tenter de retrouver Fifield et Milburn qui ne donnent plus aucun signe de vie. David sera avec, encore une fois, et il va prendre une toute autre direction qui le mènera vers ce qui semble être une salle d'hypersommeil. En effet, il va remarquer plusieurs cryotubes arrangés en cercle. Il va à nouveau déclencher un système holographique et observer à travers lui un rituel de mise en marche. Plusieurs planètes vont se déployer et envahir la totalité de la salle. C'est une très belle scène qui va apporter son lot d'éclat dans cet endroit très sinistre. Cependant, ce que David va déceler est pas si éclatant que ça. En effet, les ingénieurs avaient pour mission de se rendre sur Terre pour détruire tout être vivant. Ce passage est fait aussi pour nous éclaircir, et il est évident que ces êtres sont d'origine extraterrestre et que leurs rituels divers sont signes de propagation. Ils sont arrivés sur Terre il y a 2000 ans environ pour y déposer un des leurs et le sacrifier sur une Terre saine. C'est leur point de départ. L'équipe va être contrainte de rentrer d'urgence car Holloway montre des signes de contamination. Arrivé devant la navette, Vickers refusera que Holloway rentre dans la navette et c'est Holloway lui-même, sous l'emprise de douleurs insupportables, poussera Vickers à le brûler au lance-flamme sous les yeux impuissants de Shaw. David, lui, de son côté, est parfaitement conscient de la tournure des événements et se chargera lui-même d'annoncer à Shaw qu'elle est enceinte. Shaw, se savant stérile, lui dira que c'est impossible. Oui, impossible, dans un rapport normal avec un Holloway normal, sauf que lors du dernier rapport, Holloway n'était pas tout à fait normal. Il avait déjà en lui cette redoutable semence. La voilà donc porteuse d'un fœtus extrêmement virulent en phase de développement hyper rapide. Arrive un passage très fort du film, la fameuse césarienne, où le savoir-faire est maîtrisé pour nous donner de vraies sueurs froides. Quoi qu'on en dise, il fallait y penser, il fallait oser ce genre de scène. Et cette alternative fonctionne grâce à Noomi Rapace, qui est sidérante de réalisme dans cette scène. Elle ira jusqu'à elle-même créer les gonflements de son ventre, qui présume une présence suspecte. Le rythme est fou, la tension est continue, jusqu'à l'extraction du fœtus. Que ferions-nous dans de telles circonstances si la technologie nous permettait de le faire ? Nous permettait une telle opération. À coup sûr, on ferait la même chose. Surtout si je sais que cette chose, dans mon ventre, peut à tout moment m'éventrer de l'intérieur. Donc oui, le sujet de la césarienne est une merveilleuse idée. Et elle prend vraiment à contre-coup l'arrivée du fœtus, qui pour le coup est grillé. Alors bien évidemment, on n'a pas trouvé mieux de dire que ce truc ressemble plus à un calamar qu'à un fœtus d'alien. Seulement, on n'est pas dans Alien. On est face à un processus de contamination et de métamorphose. Et ce fœtus deviendra une créature beaucoup plus grande, bien plus aboutie, qui va nous offrir une fin anthologique. Shaw va continuer son périple malgré d'énormes douleurs dans le ventre. C'est normal, elle s'est quand même fait ouvrir le ventre, refermée avec des agrafes. Elle ne cessera d'ailleurs de s'injecter des doses de morphine pour y pallier. Dans le même temps, Janek aperçoit sur son écran celui qui pense être Fifield. Et on va découvrir un Fifield atrocement modifié, car son visage, vous en souvenez, a été dissous dans la matière noire. Il va faire un vrai carnage, prouvant que le liquide donne aussi à sa victime une force décuplée. Shaw arrive devant une porte qu'elle va ouvrir pour se retrouver devant Peter Weyland. Un Peter Weyland qui n'est pas aussi mort qu'il ne l'avait fait entendre. C'est l'homme mystérieux avec lequel David communiquait au début du film. Il est sorti de sa biostase et s'apprête maintenant à rencontrer l'ingénieur. On remarquera d'ailleurs que Peter Weyland a besoin d'un exosquelette pour se déplacer, vu son âge très avancé. C'est le genre de gars qui s'accroche vraiment à la vie et d'ailleurs il recherche quelque chose pouvant lui apporter l'immortalité. Et peut-être que c'est cet ingénieur qui va lui apporter les réponses. Dans le même temps, on va apprendre que Vickers est la fille de Peter Weyland. Cependant, est-ce sa fille biologique ou est-ce également une création, tout comme David? Ils vont donc tous se rendre à nouveau dans le dôme et s'apprête à rencontrer l'ingénieur, encore en sommeil. Shaw, bien sûr, se joint à eux. Janek, de son côté, va voir se dessiner un vaisseau sur son rendu holographique, le fameux dérélique, et il va informer Shaw qu'il se trouve dans un vaisseau. L'ingénieur va sortir de son sommeil et va se livrer à David et à Peter Weyland, mais sans dire mot. Il va décapiter l'androïde et asséner Peter d'un violent coup de tête, celle de David. Shaw prend la fuite, va vite avertir Janek qu'il faut à tout prix empêcher le vaisseau de décoller et surtout de quitter la planète, car celui-là est en partance pour détruire la Terre. Elle arrive à quitter l'endroit et se retrouve à l'extérieur du vaisseau qui entame, lui, son décollage. Tout prend vie de manière extraordinaire, sans manquer de fidélité au travail de Giger. Le déploiement du Space Jockey qui correspond au poste de pilotage du dérélique. Le dérélique lui-même, que l'on voit s'élever dans les airs de manière authentique. L'art prend vie quelques 40 ans après la sortie d'Alien. Le mystère sur le Space Jockey est élucidé et le dérélique a une fonction propre. C'est du bon travail et Giger lui-même a été bluffé devant un tel déploiement pour faire vivre ses œuvres. Merci Monsieur Scott, respect et bel hommage. La fin de Prometheus est un enchaînement de scènes époustouflantes, comme l'attaque suicide du Prometheus sur le dérélique. Le crash du dérélique est spectaculaire
et unique, avec sa façon de retomber lourdement sur le sol avant de rouler lentement. Voilà une procédure instaurée par Scott pour qu'on ne loupe aucun détail, pour que la rétine ait le temps d'imprimer la puissance de la scène. Le ton donné est étourdissant et les éléments biomécaniques balancés ainsi dans la tourmente sont hypnotisants. Vickers perdra la vie, écrasé par le roulis du dérélict, et Shaw sera épargné. Après ça, Shaw va se rendre dans le module de survie qui avait été éjecté au préalable, et on se retrouve à nouveau dans un huis clos parfait pour clôturer le film de manière magistrale. David, toujours actif, va informer Shaw de l'arrivée imminente de l'ingénieur dans le module. Il y a donc danger. Shaw va être surprise par une présence pas si étrangère que ça, puisqu'il s'agit du fœtus qu'elle avait abandonné dans le module. Seulement celui-là a méchamment pris du poil de la bête, il n'en fallait pas plus pour préméditer le sort de l'ingénieur. Lorsque le colosse va se présenter devant Shaw, celle-ci va actionner un bouton d'ouverture qui va libérer la monstrueuse créature, le fameux trilobite. Le facehugger géant ne se fera pas prier et se jettera sur l'ingénieur avec la gestuelle qu'il faut pour pondre dans la gorge du colosse. Il se défend bien sûr, mais l'issue funeste est déjà bien connue. Il s'écroulera sous le poids mort du trilobite qui perdra la vie une fois avoir fait son travail d'incubation. Ridley Scott n'en restera pas là et va nous livrer un pré-générique de fin d'une noirceur et d'une efficacité renversante. La naissance d'un xénomorphe primitif, le Deacon, qui est le résultat de la combinaison avec un ingénieur. Voilà la vraie identité de la créature représentée sur la fresque. Il s'agit d'un Deacon, qui fut la première créature, et la voilà qui renaît de ses cendres grâce aux manipulations de David. Le saut final à poser sera le jaillissement de cette deuxième mâchoire. C'est un rappel éblouissant à notre xénomorphe préféré, sans pour autant l'imiter. Alors si je devais comparer Prometheus à un livre, celui-ci aurait une épaisseur hors norme, tant le récit est riche et infini. Prometheus est le genre de film qui mérite d'être vu 2 fois, 3 fois, et qu'entre chaque visionnage, on est à réfléchir. Et pour bien sûr approuver Prometheus, il faut accepter les choix de son réalisateur. Oui, Prometheus est touché par le trouble. Il faut creuser très profond, jusqu'aux prémices de la création, pour élucider son lien avec le xénomorphe. Donc il faut une bonne ouverture d'esprit. Et comme je disais aussi tout à l'heure, il faut éviter toute explication rationnelle qui aurait attrait à la science, à la physique. Car Prometheus est un film avant tout. La grande originalité de Prometheus se trouve aussi dans ses nombreux rapports avec la religion. Et sans être moi-même pratiquant ou un adepte, elle apporte à Elizabeth Shaw une alternative de repli ou de réconfort. Une sorte de protection divine contre n'importe quelle attaque de la vie. En effet, on apprendra aussi au début du film que Elizabeth Shaw a perdu son père très jeune. Et avant sa mort, son papa lui a communiqué son attachement à certaines croyances, comme l'existence d'un paradis dans lequel étaient accueillis les défunts. D'ailleurs, à la fin, David va faire croire à Shaw que ce genre de paradis existe. Il joue sur sa faiblesse, sur ses croyances à elle. C'est pour cela qu'il arrivera à la convaincre de le préserver, car il sait également piloter les fameux vaisseaux appartenant aux ingénieurs. Ce qui permettra d'ailleurs d'apprendre qu'il existe d'autres vaisseaux, d'autres bases sur d'autres planètes. Pour en revenir à David, on sait maintenant qu'il est le personnage principal du film, qu'il est le vrai fil conducteur, et il sait que l'homme a besoin de s'accrocher à un fondateur, car sans ça, il devient vulnérable. Si Peter Weyland attendait des réponses de la part de l'ingénieur sur la création et sur l'immortalité, David, lui, a très vite compris que ces colosses détiennent un vrai pouvoir. Celui de créer, mais surtout celui de détruire. Par ailleurs, ils ont eux-mêmes eu affaire à quelque chose de très puissant, quelque chose qu'ils n'ont pas su contrôler. Et Prometheus apporte beaucoup d'éléments là-dessus. Le plus convaincant se trouve bien sûr sur les fresques, puisqu'il s'agit là de leur entité, le Deacon, que leur propre manipulation a fait naître. Ils vont par la suite réussir à canaliser cette nouvelle création pour l'empêcher de se répandre justement. Mais ils vont surtout, par la suite, s'en servir comme arme. Le vrai coup de maître de Prometheus est là justement. Dans ces 3 dernières minutes, lorsque l'ingénieur se retrouve face au trilobite, il va être fécondé pour qu'ensuite renaisse le Deacon, la fameuse créature créée accidentellement par les ingénieurs quelques milliers d'années auparavant. David a bouclé la boucle. Il est arrivé à faire renaître cette créature. Le fameux Deacon qui fut un temps le vrai fléau des ingénieurs. Quand le dernier ingénieur se retrouve face à David et Peter Weyland, il se retrouve face à une race qui se dit supérieure, qui croit avoir le contrôle sur tout. Cependant, le message est clair. Le Dieu auquel croient les hommes est que pure invention. Et celui-là ne les protégera pas d'une quelconque catastrophe. Les ingénieurs, eux, sont des êtres physiques, capables de créer ou de détruire grâce à ce fameux pathogène qu'ils ont su maîtriser, non sans perte et fracas bien sûr. Grâce à cette arme, ils contrôlent tout, mais ils sont aussi parfaitement conscients qu'elle est fragile et extrêmement contagieuse. Une simple fuite peut mener au chaos, on l'a vu. David l'a bien compris et il s'en servira pour créer à son tour sa propre entité. Il y a pas longtemps, j'ai regardé ce film
Futur immédiat, Los Angeles, 1991. Vous l'avez sans doute vu. Ce film est sorti en 1985 et il parle d'une société d'hommes qui vivent avec des aliens humanoïdes. James Cain campe, lui, un flic chargé justement de faire régner l'ordre dans les ghettos où se trouvent ces aliens. Pour le coup, les aliens vivent bien sûr en harmonie avec les hommes. Ils vivent comme eux, ils sont intégrés. James Cain va être amené à travailler avec un de ces aliens. Il va l'avoir comme complice de travail. Et ils vont tous les deux être amenés à enquêter sur un trafic, une mystérieuse drogue très prisée par les aliens. Un mystérieux liquide bleu, noir. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Vers la fin du film, cette fameuse drogue va tomber entre les mains d'un alien plutôt hostile qui va à la fin du film s'offrir une vraie overdose de ce liquide. Il va briser une sorte de tube qui contient ce fameux liquide presque noir. Cette surenchère va simplement le transformer en un alien hideux dont la force va décupler. Ça m'a fait vraiment penser à Prometheus, ce rapport avec cette drogue, ce liquide qui a aussi une incidence, bien sûr, sur l'être vivant. Donc voilà. D'ailleurs, je crois qu'il a été en sélection au Festival d'Avaz en 89, donc je dis 85. Ouais, il est sorti plutôt en 88 ce film. Voilà, futur immédiat. Donc voilà, c'est sur ça que je vais clôturer ma séquence sur Prometheus. J'espère en tout cas que cette séquence vous a éclairé sur ce film et surtout vous a motivé à le regarder à nouveau. Car c'est un grand film qui est une vraie récompense pour tout fan d'Alien. On ne peut pas détester ce film si on est un vrai fan d'Alien, car il y a une vraie marque de respect dans ce film. Il est le chaînon manquant à Alien. Il rend un hommage étonnant à ce que Alien nous a montré en l'espace de quelques minutes et qui correspondait au Space Jockey. On ne peut pas blâmer Prometheus si on est fan. Et si c'est le cas, alors à ce moment-là, on blâme également Alien le 8e passager. Car il y a énormément de similitudes de par son caractère, son atmosphère et ses créatures tout aussi voraces. Et bien sûr, il y a David qui est l'ancêtre de H. Ou le modèle, prenez-le comme vous voulez. Mais le thème sur l'intelligence artificielle, à savoir qui dirige, qui maîtrise, qui décide, saute aux yeux également dans Alien le 8e passager. C'est H le mal. Là, c'est David. Donc ne descendez pas à un film qui suit la logique de son modèle. C'est complètement ridicule. Alors je continue moi de dire que Prometheus m'a retourné, m'a convaincu, et encore aujourd'hui, quand je le regarde, je me dis que rien n'est laissé au hasard, puisque tout est prémédité, calculé, enfoui, pour ressortir un jour ou l'autre. Voilà donc, Prometheus. Il me reste maintenant à parler d'Alien Covenant. Il y a encore plein de choses à dire sur ce film. Du bon, du mauvais, mais ça reste un très bon film. Je vous dirai mon point de vue vraiment sur Alien Covenant. Je veux déjà vous révéler une chose, c'est que quand je suis allé voir Alien Covenant au cinéma, je ne pouvais pas dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, si c'est bien, si c'était pas bien. J'étais incapable de dire ce que j'avais pensé d'Alien Covenant. J'ai dû aller le voir une deuxième fois. Donc je vous expliquerai pourquoi, comment. En attendant, on va se regarder un extrait ou une bande-annonce de Prometheus et je vous dis à très bientôt pour vous parler d'Alien Covenant. Ciao. Qu'est-ce que... Tu souris pourquoi? Dis-moi que c'est pas vrai. Je crois qu'ils veulent qu'on vienne les trouver. Ces images proviennent de fouilles archéologiques à travers le monde. Des civilisations disparues qui n'ont eu aucun contact entre elles. Et pourtant, le même pictogramme apparaît dans chacune. Mésopotamienne, aztèque, jusqu'aux grottes préhistoriques en France. C'est une carte du ciel. Non, pas une carte. Une invitation. Jusqu'où iriez-vous pour avoir vos réponses? Que seriez-vous prêt à faire? Prometheus, vous voyez ça? Mon Dieu, mais c'est quoi? Ils avaient raison. C'est quoi ça? J'ai chopé un signal. Comment ça, un signal? 1 kilomètre à l'ouest du vôtre. Ça bouge ce truc-là? Il a l'air de... Il faut partir tout de suite! Ouvrir de l'intérieur. J'ai un blessé. Il est pas sur ma combi! Ce truc est dans ma combi! Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe là-bas?